Hurlevent. Si vous avez, ne serait-ce qu'un jour, foulé la terre du monde d'Azeroth, ce nom ne peut vous être totalement inconnu. Plus grande nation humaine et bastion de l'Alliance, la cité et son royaume rayonnent comme un pilier inébranlable de l'humanité. Pourtant, il y a 40 ans de cela, le royaume succomba aux flammes de la Horde. Son peuple s'exila bien loin de son foyer en ruine et beaucoup crurent son histoire achevée. Le royaume de Hurlevent, aussi connu sous le nom d'Azeroth, est le symbole de la résilience dont peuvent faire preuve les peuples en proie aux ténèbres. Les âges les plus sombres donnent vie aux héros les plus braves. Ce ne sera donc, une fois encore, pas un chemin de paix et de prospérité que nous allons explorer ensemble, mais une route tortueuse, semée d'embûches, où l'espoir et le désespoir ne cessent de s'entremêler. Explorons, par les cartes, le récit de cette nation hors du commun. Et pour une fois, notre aventure ne débute pas à l'aube de l'Empire d'Arathor, mais à son crépuscule. Azeroth fut la toute dernière des 7 nations humaines, la première qui émergea en dehors du berceau de Lordaeron. Alors que le glorieux empire d'Arathor s'écroulait, rongé par des siècles de divisions, la lignée impériale prit la mer. Peut-être était-ce le fruit d'une vision prophétique, ou alors espérait-il reconstruire Arathor loin de son foyer, nul ne le sait. Guidés par le seigneur Faldir, dernier de la lignée fondée par Thoradin 1500 ans plus tôt, ils s'embarquèrent sur les flots agités de la Grande Mer. Depuis Strom, ils filèrent vers le midi. Les nains parlaient de vallées fertiles, de l'autre côté des montagnes de Khazmodan, lorsque les marins cultiraciens faisaient écho de rivages favorables, loin vers les chaudes mers du sud. Au terme d'un long voyage, les côtes déchiquetées de montagnes laissèrent place à des vallons encaissés, tapissés de chênes, de pommiers et de vignes sauvages. Faldir et ses hommes accostèrent d'abord les plages sablonneuses d'une petite île du nom de Cap Fondateur. L'endroit était fertile, abreuvé de rivières translucides et caressé d'une brise douce. Il n'y avait nulle trace de peuplade qui pourrait menacer l'implantation humaine. Ni trolls, ni gnolls, ni kobolds, ni aucune de ces bêtes féroces qui peuplaient les profondeurs du continent. L'île était comme un don de la lumière. L'expédition y demeura quelque temps. L'île, aussi prospère soit-elle, était peu étendue et ne pouvait suffire au projet de Faldir. Certains demeurèrent sur place et participèrent à l'expansion de la colonie, tandis que d'autres reprirent la mer en direction de la côte. Le continent, tout proche, ne tarda pas à apparaître sur l'horizon. Ils débarquèrent au creux d'une large baie abritée des facéties de l'océan. Sur cet endroit même, ils posèrent les premières pierres d'une cité. Entourée de cimes, la colonie était protégée des dangers qui rôdaient plus loin sur le continent. L'endroit était tranquille et fertile, finalement à l'image du Cap Fondateur. Sauf, peut-être, pour un aspect. Entre les montagnes filaient de denses lignes telluriques qui, régulièrement, engendraient de puissants orages. Le fracas du tonnerre et le sifflement des bourrasques inspira les colons qui baptisèrent la cité à naître Hurlevent. Le jeune royaume s'étendit peu à peu. Les quelques bandes de pillards gnolls, de fouisseurs kobolds et de murlocs grouillants n'empêchèrent pas la fondation de bourgs dans les vallées environnantes. Toutefois, il existait, dans ces bois, une menace plus ancienne et plus redoutable. Des trolls des jungles habitaient l'endroit depuis des millénaires. Jadis, l'empire Gurubashi imposait sa domination sur les régions boisées au midi des royaumes de l'Est. Lui-même rongé par ses vices, cet empire troll s'était effondré 3 siècles plus tôt, et les tribus désorganisées hantaient les forêts. Évidemment, à l'instar de leurs cousins du Nord, les trolls n'étaient pas prêts à tisser des liens avec les nouveaux venus. Une lutte mortelle opposa les deux races, mais, divisés, affaiblis par leurs propres querelles, ils reculèrent. Bataille après bataille, les humains repoussèrent les trolls jusque de l'autre côté des montagnes, effaçant méticuleusement jusqu'à la dernière empreinte de leur village et de leur sanctuaire. Cette guerre n'était pas sans faire penser aux guerres trolls de l'époque de Thoradin. Comme les Amani, les Gurubashi entretinrent pour le millénaire à venir une haine féroce envers la race humaine. Le royaume s'étendit ainsi sur toute l'étendue d'une vaste vallée forestière. À l'ouest, les plaines ouvertes et venteuses des marches de l'ouest se recouvrirent de fermes et de prés dont les récoltes suffisaient amplement à nourrir le royaume naissant. Les vallons boisés offraient plus de bois que nécessaire à la construction de bourgs opulents, tandis que de nombreuses mines émaillaient le pays, abreuvant Hurlevent d'or, de fer, de cuivre ou d'étain. La colonie ne manquait de rien. Elle se fit appeler Azeroth, et elle devint la 2e nation la plus étendue et la plus peuplée des 7 royaumes, après Lordaeron. À l'est, elle finit même par escalader les contreforts des Carmines, au contact des terres naines. Le riche royaume de Forgefer ouvrit de fructueuses lignes commerciales avec ce nouveau voisin du sud, bien plus amical que les trolls et les gnolls qui habitaient auparavant ces contrées. Hurlevent, soucieux d'étendre toujours plus loin son emprise sur ce nouveau foyer, établit un avant-poste portuaire à l'extrémité du continent, au bout de cette jungle hostile que l'on appelait Stranglerons. Maîtresse du Cap, cette petite colonie offrait à Azeroth un avantage accru sur les mers du sud. La crique des flots noirs devint un port florissant, bien que davantage réputé pour la roublardise de ses habitants que pour leur loyauté envers Hurlevent.
Aussi loin de la capitale, les pirates faisaient régner leur loi. Au nord, parmi les palais des 6 royaumes de Lordaeron, l'on devisait l'aventure de Faldir avec de plus en plus de suspicion. Loin au sud, Hurlevent était émancipé de l'influence de Lordaeron. Si le royaume vouait un culte pieux envers la Sainte Lumière, ses rites frôlaient parfois l'hérésie. Riche de toutes les ressources nécessaires, il n'avait guère besoin d'intégrer le dense réseau commerçant des royaumes du Nord. D'ailleurs, Azeroth préférait bien souvent échanger avec les talentueux artisans nains qu'avec ses confrères septentrionaux. Les souverains de Hurlevent n'en avaient cure. Les richesses naturelles d'Azeroth subvenaient bien assez à leur prospérité, tandis que la puissante armée du royaume tenait à distance tout ennemi assez imprudent pour pénétrer ses frontières. Le pays pouvait compter sur une armée nombreuse et redoutable. La démographie galopante d'Azeroth alimentait les casernes en jeunes gens prompts à défendre leur foyer. Pour veiller sur des frontières aussi étendues, la confrérie du cheval regroupait les meilleurs cavaliers du royaume. Cette chevalerie inspirait nombre de mythes, de légendes et de chansons jusque dans les foyers de Lordaeron. Et loin de Dalaran, le vaste royaume pouvait compter sur un grand nombre de magiciens, soucieux de préserver un peu d'indépendance vis-à-vis de la pesante institution du Kirin Tor. Le roi avait toujours, à ses côtés, un conjurateur de cour dont les conseils étaient écoutés avec attention. Au nord, le saint royaume de Lordaeron n'entendait pas laisser cette nation humaine complètement en dehors de son influence. Dans l'espoir de resserrer les liens entre les deux royaumes et de s'assurer de la bonne piété des gens d'Azeroth, une troupe de moines quitta les clairières de Tirisfal et s'embarqua en direction de Hurlevent. Ces clercs furent accueillis chaleureusement. La couronne leur accorda tout droit sur une petite vallée à l'est de la capitale, jusqu'alors demeurée sauvage. Les moines la défrichèrent et y établirent une abbaye de renom qui n'eut aucune difficulté à s'intégrer au royaume. Comté du Nord devint un pieux centre de la foi, un endroit où l'on venait autant pour la spiritualité, pour s'y faire soigner ou pour y trouver conseil. Les plus grands nobles du royaume écoutaient religieusement les paroles de ces clercs bénis dont la voix portait la sagesse de la Sainte Lumière. Les brutaux gnolls n'avaient jamais cessé de tourmenter les villages isolés et les voyageurs solitaires. Mais les armées de Hurlevent étaient de taille à les contenir, et les chevaliers patrouillaient régulièrement les forêts du royaume pour en chasser toute implantation avant qu'elle ne provoque trop de dommages. La situation tint ainsi pendant de nombreux siècles. Elle tenait surtout par les divisions qui opposaient les bandes de gnolls, promptes à s'entretuer plutôt qu'à collaborer. Hélas, sous le règne du roi Baraten Vryn, un chef rusé du nom de Garfang parvint à réunir les tribus éparses des Carmines. Il rassembla les clans en une parodie d'armée, et soudain, par milliers, ils déferlèrent des montagnes et envahirent le royaume. Bien sûr, un bon chevalier pouvait pourfendre à lui seul une demi-douzaine de ces créatures, mais face à un tel nombre, les armées furent contraintes au repli. Hurlevent elle-même subit des attaques foudroyantes. L'arrière-pays, laissé sans défense, brûla sous les assauts et les pillages de Garfang et de ses hordes. Rares furent les bourgs à échapper aux sévices des gnolls. Les populations, excédées, prirent les armes et se regroupèrent au sein de milices. Encerclé dans les murs de sa capitale, Baraten dépêcha un émissaire en direction des royaumes du Nord pour implorer leur aide. L'émissaire revint seul, une poignée de lettres d'encouragement entre ses doigts. Demeuré trop longtemps isolé, aucune des 6 nations sœurs n'éprouvait la moindre compassion à son sort. Baraten bouillonnait de rage. Il savait désormais que le salut de son royaume reposait entre ses seules mains. Déterminé à sauver le pays de l'abîme, le roi mit en œuvre un plan à la mesure de cette crise. Désespéré. Sous la bienveillante couverture de la nuit, Baraten se glissa hors de sa cité et, accompagné de ses meilleurs chevaliers, chevaucha en direction du Levant. Les cohortes gnolls occupées à piller le pays, presque plus aucune troupe ne défendait les Carmines. Une région où il ne restait plus aucun butin à collecter. Baraten s'infiltra sans mal dans les montagnes jusqu'au campement de Garfang. Là, il prit de surprise le chef ennemi et ses défenseurs. Les combats s'éternisèrent pendant un jour et une nuit, mais le roi de Hurlevent trancha de son épée la tête de son ennemi. Le sang de nombre de ses plus braves chevaliers souillait la terre des Carmines, mais la victoire était désormais possible. Sans Garfang pour les unifier, les clans gnolls se retournèrent les uns contre les autres. Ils s'entretuèrent pour le partage du butin, pour le commandement des armées, ou simplement par habitude. Les soldats d'Azeroth surgirent des portes de Hurlevent et les balayèrent d'un revers d'épée. Le royaume, exsangue, sortit triomphant du conflit. Il y avait fort à faire pour reconstruire le pays, mais auréolé de sa victoire, Baraten était convaincu de la toute-puissance de sa nation. Il s'écarta plus encore de ces royaumes du Nord qui n'avaient pas daigné envoyer un seul soldat à son aide, sans savoir que ces gnolls n'étaient qu'un avant-goût des souffrances qui, bientôt, s'abattraient sur le royaume d'Azeroth. Il y a quelque temps de cela,
Un mage puissant nommé Nielasaran, venu de la magocratie de Dalaran, avait installé ses quartiers dans la cité de Hurlevent. Accompagné de son fils, encore jeune enfant, il avait trouvé une place de choix auprès de la cour royale et, par son talent, s'était fait couvrir de tant de louanges qu'il avait pris la place de conjurateur auprès du roi Baraten. Tous les regards étaient fixés sur le talentueux maître des arcanes, sans que nul ne sache encore quelle destinée attendait son fils, Medivh. Le garçon, membre de la haute société de Hurlevent, lia une indéfectible amitié avec le prince héritier Lane Vryn et le jeune Anduin Lothar, encore écuyer à la cour. Il ignorait que son esprit renfermait les pouvoirs des plus puissants sorciers de l'humanité. À l'aube de son 14e anniversaire, le sceau céda. Incapable de retenir la déferlante arcanique, Medivh déchaîna un torrent de magie sur son père, le grand conjurateur, qui périt sur le coup. L'esprit brisé, Medivh sombra dans un profond coma. Lorsqu'il s'éveilla, il retrouva ses compagnons d'enfance changés. Le prince Lane se préparait à monter sur le trône d'Azeroth, tandis qu'Anduin Lothar était devenu un chevalier émérite qui avait, à bien des reprises, prouvé sa valeur sur le champ de bataille. Justement, l'écho des armes n'était pas loin. Au sud du royaume, les paysans des marches de l'Ouest étaient en quête de nouvelles terres à cultiver. Ils s'enfonçaient de plus en plus profondément sur le territoire des trolls, défrichant à chaque saison de plus vastes pans de forêt. Les trolls, bien que diminués, n'escomptaient pas laisser cet affront impuni. Ils répondirent d'abord par de modestes embuscades, puis assaillirent les villages et les colonies trop avancées. Baraten, désormais âgé et épuisé par un long règne, n'était pas prêt à mener une guerre sanglante contre les tribus trolls. Il déploya des garnisons le long de la frontière, tant pour empêcher les trolls de pénétrer le royaume que pour arrêter la progression des fermiers humains. En dépit du sang déjà versé, il s'opposa à toute incursion de l'autre côté de la frontière, espérant ainsi arrêter les effusions. Lane, lui, dans la fougue de sa jeunesse, l'exhorta de passer à l'attaque pour venger les villages incendiés et les populations massacrées par les assauts des trolls. Mieux, il pouvait marcher sur les jungles de Stranglerons et écraser une bonne fois pour toutes ces brutes sanguinaires qui avaient toujours fait peser une menace sur les contrées méridionales d'Azeroth. La politique défensive de Baraten empêcha effectivement toute invasion, mais il n'y avait tout simplement pas assez de soldats pour verrouiller chaque lieu de la longue frontière. Les trolls étaient habiles, et une bande parvint à se faufiler entre les lignes de Hurlevent. Ils s'enfoncèrent comme la lame d'un poignard dans les fertiles contrées des marches de l'Ouest. Sur leur passage, ils mirent à sac villes et villages, mettant en péril le grenier à grains du royaume, et donc l'approvisionnement alimentaire de Hurlevent. Nombre de paisibles paysans périrent dans d'atroces souffrances, cruellement torturés par des trolls ivres de vengeance. Cette fois, le trône d'Azur ne pouvait demeurer impassible. Et pourtant, Baraten appela une fois encore à l'apaisement. Lane exposa publiquement son opposition à ce projet, obligeant son père à le réprimander. Lane, furieux, consterné par la lâcheté de son père, désobéit. Encouragé par Lothar, soutenu par de nombreux soldats, appuyés par Medivh, ils quittèrent secrètement le royaume et s'enfoncèrent dans les jungles obscures et moites de Stranglerons. L'expédition se faufila jusqu'aux ruines d'une antique cité troll où s'abritait un chef Gurubashi du nom de Joknon. Hélas, l'affrontement ne se passa pas comme prévu. Le chef troll était un redoutable manieur de sorts, et le combat attira des cohortes de trolls sur les quelques membres de l'expédition. Les guerriers humains, aussi vaillants soient-ils, tombaient comme des mouches. Medivh, effaré par la situation, laissa une nouvelle fois sa magie lui échapper. Des torrents arcaniques balayèrent les armées de trolls, ne laissant qu'un champ de cadavres et de bois brûlés. Le trépas de Joknon ne suffit pas à obscurer la puissance des trolls. Son fils, Zanon, rassembla les clans de toute la péninsule et ordonna une marche sur Hurlevent. Voici bien des siècles que les Gurubashi ne s'étaient pas réunis, pour le plus grand bonheur des humains. Et voici que la chevauchée de Lane avait déclenché la pire des conséquences. Les trolls, unis, commencèrent par raser la petite crique des Flots Noirs. Ils ne laissèrent pas un survivant échapper à leurs coups. Puis, enfoncèrent les défenses humaines, encore étirées tout le long de la frontière. Sur leur passage, ils ne laissèrent pas un survivant. Le roi, aussitôt informé, ordonna le repli de toutes ses armées derrière les remparts de la capitale et l'évacuation de tous les villages sur le chemin des trolls. Il n'appela pas à l'aide les nations du Nord, encore échaudées par leur refus d'intervenir un demi-siècle auparavant. De toute façon, la bataille serait scellée bien avant l'arrivée du moindre renfort. Par chance pour la population du royaume, Zanon n'avait qu'un but, détruire Hurlevent, et avança tout droit sur la cité, laissant les régions voisines en paix. Pour le moment au moins. Il ne lui fallut que quelques jours pour parvenir au pied des remparts. Des berserkers escaladèrent les murs, tandis que des lanceurs de haches faisaient pleuvoir le fer sur les défenseurs.
Ces derniers se défendaient vaillamment, mais submergés, ils n'avaient pas la moindre chance. Baratheon tenta de renouveler l'exploit de la guerre des trolls. Il rassembla ses meilleurs chevaliers et s'élança dans une contre-attaque aussi courageuse que suicidaire. Près de 50 ans s'étaient écoulés depuis son exploit contre Garfang. Le roi périt aux côtés de ses plus braves combattants. Lane pleura le trépas de son père. Désormais, le salut du royaume reposait sur ses épaules. Un seul homme pouvait encore le sauver du pire. Il implora Medivh de déchaîner, une nouvelle fois, ses torrents de magie sur les hordes trolls. Bien qu'encore effrayé par la nature de ses pouvoirs, le jeune sorcier accepta. Il laissa la magie s'écouler hors de lui et dévorer les trolls. Par milliers, par dizaines de milliers, les guerriers Gurubashi périrent. Jamais ils ne s'en remettraient. Medivh, horrifié par les 1000 cris de souffrance qu'il avait provoqués, s'enfuit trouver refuge dans la tour de Karazhan, loin de Hurlevent. Les années suivantes, le royaume se rétablit vite et fort. Sous le règne de Lane, Azeroth connut un âge d'or. La guerre écartée, la population retrouva sa prospérité et, avec elle, le goût des excès. La noblesse, faute de batailles à mener, trompait l'ennui par des fêtes somptueuses. Et justement, on disait que les plus fastueuses prenaient place à Karazhan, la tour du sorcier Medivh. Le bruit passa de noble maison en noble maison, et bientôt, tout ce que le royaume comptait de notables et de gens de bonne naissance s'y retrouvait pour de décadentes agapes. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le sorcier était rongé par un mal ancien, plus ancien que sa propre naissance. Son âme était pervertie par les voies du seigneur démoniaque Sargeras. Lorsque de redoutables mages vinrent le confronter, sa mère, l'ancienne gardienne Aegwyn, et le dragon bleu Arcanagos, le sorcier déchaîna de nouveau ses mortels sortilèges. Les invités qui, surpris en pleine fête, n'eurent pas la chance de s'enfuir, périrent, leur âme arrachée à leur corps condamnés à errer dans la tour. Une importante partie de la noblesse disparut à cette occasion, mettant à mal la stabilité du royaume. Et justement, Azeroth avait grand besoin de cette noblesse. Ils étaient les meilleurs combattants, les généraux et les conseillers du trône au lion. Avec leur perte, l'armée de Hurlevent était considérablement affaiblie. Or, depuis les sombres marécages orientaux, une menace mortelle s'apprêtait à s'abattre sur les terres humaines. D'effrayantes créatures s'amoncelaient dans la pénombre des bois. Étaient-ce des trolls d'un genre nouveau, des esprits vengeurs, ou une race encore inconnue venue de lointains rivages? Lane, intrigué, missionna Lothar d'aller voir de quoi il en retournait. À la tête d'une petite troupe, le chevalier passa les montagnes et s'enfonça dans les marais. Il ne lui fallut pas longtemps pour croiser le fer avec les premiers orques. C'étaient de monstrueuses créatures, massives comme 2 hommes et fortes comme 10. La troupe remporta de nombreuses victoires, mais pour un orque tué, 2 autres prenaient sa place. Comment ces austères marécages pouvaient engendrer et nourrir tant de ces monstres? Il ignorait que, tout près, solidement protégé par des légions de ces orques, un portail gigantesque vomissait des légions de guerriers. Les chevaliers, de moins en moins nombreux, battirent en retraite, conscients de la menace qui grandissait à chaque instant. Ils prévinrent le roi Lane de la guerre qui s'en venait. Au même instant où Hurlevent prenait conscience du danger imminent, la horde des orques passa à la frontière. La première guerre pouvait débuter. Les orques et les ogres de la horde fusaient sur les villages forestiers, massacraient la population et disparaissaient avant que l'armée ne se porte au secours des habitants. Jamais Hurlevent n'avait fait face à un adversaire pareil. Lane nomma Anduin Lothar champion d'Azeroth et le chargea de mettre un terme à ses incursions. Lothar étudia la situation et opta pour une stratégie inattendue. Plutôt que de poursuivre ces insaisissables créatures, il choisit d'utiliser leur mobilité contre eux. Il déploya des armées le long des passages empruntés par ces orques et tendit des embuscades impitoyables sur les troupes en repli, alourdies de butin et ivres de sang. De sorte à multiplier les fronts, Lothar désigna un chevalier du nom de Gavinrad pour commander d'autres troupes. Les soldats de Hurlevent remportèrent ainsi de nombreuses victoires. Mais l'abandon des poursuites sur les cohortes ennemies provoqua bien des ravages, que la population ne pardonna guère. Une fois encore, le peuple d'Azeroth dut prendre les armes pour protéger leurs villages et leurs biens. Une fois la surprise passée, l'armée de Hurlevent fut enfin de taille à résister. Les fantassins déployaient un mur infranchissable de boucliers d'acier, que même les orques les plus féroces peinaient à briser. Les chevaliers chargeaient et renversaient les guerriers ennemis. Les prêtres guérissaient les blessures les plus profondes et les mages arrosaient l'adversaire de pluies de sortilèges. En dépit de leur force redoutable, les combattants de la horde piétinaient, leur sang abreuvait les champs et les bois en vain. Leur chef, un certain main noir, fulminait. Quelle honte que d'échouer face à des êtres aussi chétifs. Azeroth n'était toutefois pas sauvé. Nombre de vaillants soldats tombaient pour chaque victoire.
Le roi Lane se résolut à quémander l'aide des royaumes du Nord, espérant que la nature d'une telle menace suffise à les persuader d'envoyer du renfort. Bien sûr, aucune aide ne vint. Il paraissait qu'un noble, loin là-bas, remettait en question les dires des émissaires. Comment croire en l'existence de telles créatures sans jamais en avoir vu de ses yeux? La guerre dura. Les années s'écoulèrent et le royaume survécut au prix de moult sacrifices. Pourtant, les volontaires ne manquaient pas. La Horde avait ravagé les campagnes et les bourgs, les champs et les mines. Nul endroit n'était en sécurité, si ce n'est l'intérieur des murailles de Hurlevent. Les populations exilées s'agglutinaient dans les quartiers de plus en plus miteux. Alors qu'Azeroth n'avait jamais manqué de rien, voici que les caisses, les greniers et les entrepôts étaient vides. La faim rongeait les ventres. La misère n'épargnait personne. Le deuil, lui, était quotidien. Il n'y avait aucune autre optique que la guerre et encore la guerre. Lothar et Gavinrad luttaient avec acharnement, et parvinrent encore à arracher de brillantes victoires. À compter du lac, les armées de Hurlevent encerclèrent la troupe de Main Noire. Le chef de guerre était enfin à portée de lame, mais à l'instant où, enfin, Lothar allait arracher la vie à ce monstre qui avait taillé son royaume en pièces, des sorciers orques déchaînèrent une magie impie, forçant les humains à la fuite. Les Carmines, Clairbois, puis les marches de l'Ouest tombèrent entre les griffes de la Horde. La cité de Hurlevent était désormais le tout dernier espoir du royaume. Désireux d'enfin la voir chuter, Main Noire rassembla sa horde devant les portes de la ville. Alors que les projectiles enflammés embrasaient le ciel, il savourait déjà sa victoire. Et alors que le rempart se fissurait enfin, il entendit, derrière lui, le grondement des corps, le tonnerre des chevaux au galop, et soudain, le fracas des armes retentit dans son dos. Par la mer, Lothar et ses chevaliers avaient contourné les positions de la Horde. Désormais, les orques étaient pris au piège entre la charge des chevaliers et le rempart de Hurlevent. Le sang de Main Noire bouillonna dans ses veines. Voici que la victoire lui échappait. À contre-cœur, il sonna le repli. Les humains triomphaient. Hélas, la victoire fut de courte durée. La Horde se rassembla au pied du pic Roche Noire. Un nouveau chef de guerre écarta Main Noire. Orgrim, marteau du destin, était d'une autre trempe que son prédécesseur. Il était rusé. Cette fois, il ne laissa rien au hasard. Il mit ses troupes en marche pour reprendre le siège de la cité avant qu'elle n'ait eu le temps de se ressaisir. Lorsque les habitants de Hurlevent virent reparaître la Horde sous les remparts ébréchés, tout espoir céda. La ville était exsangue, les défenseurs trop peu nombreux. Le mur n'était plus qu'un symbole abstrait, percé de toutes parts. Les guerriers orques et ogres inondèrent quartiers après quartier, tandis que quelques poignées de soldats sacrifiaient leur vie pour les ralentir. À l'est, bien loin de la cité assiégée, l'apprenti sorcier Khadgar découvrit la duplicité de Medivh. Ce sorcier, pourtant ami de Lane et de Lothar, avait trahi son royaume, avait trahi sa race et ouvert la porte aux légions des orques. Khadgar triompha du mage, mais il était trop tard pour réparer les conséquences de sa trahison. Alors que les combats faisaient rage dans les rues de la capitale, le roi Lane tomba sous le poignard d'un assassin du nom de Garona. Tout était perdu. Lothar et Gavinrad luttèrent de toute leur force tandis que la grande prêtresse de Hurlevent, Dame Mara Fordragon, guida les réfugiés jusqu'au port. Quelques milliers de réfugiés parvinrent, juste à temps, à prendre la mer, désormais orphelins de royaume et de foyer. Gavinrad, Lothar et le jeune fils de Lane, Varianvrin, prirent le chemin inverse de celui de Faldir, leur cité en flammes sur l'horizon. La ville conquise, le sinistre clan des Foudreguerres installa ses quartiers dans les ruines. Leur chef, le sorcier Gul'dan, y mena de sinistres expériences. Il rassembla les cadavres de chevaliers tombés au combat et insuffla dans leur chair meurtrie l'âme des sorciers orques qui avaient péri pendant la guerre. Les rues autrefois lumineuses de la capitale d'Azeroth virent ainsi défiler les tout premiers chevaliers de la mort. Les réfugiés franchirent l'océan et débarquèrent près d'Ostrivage. Dans sa coupable mansuétude, le roi Terenas leur accorda l'hospitalité sur ses terres. L'installation de milliers d'étrangers dans la province de Haute-Brand ne fut, bien sûr, pas sans provoquer de nombreux heurts avec la population locale. Orgrim n'entendait pas se satisfaire des ruines de Hurlevent. Il savait que, tôt ou tard, les humains reviendraient pour se venger. Il voulait mettre un terme à la menace avant qu'elle n'éclose. Aussitôt son triomphe consommé, il rassembla sa horde et marcha sur les montagnes naines de Khazmodan. Les nains et les gnomes luttèrent avec courage et férocité, mais face à la déferlante des orques, ils tombèrent à leur tour. Pendant ce temps, les nations humaines du Nord avaient enfin mis leur rivalité de côté pour s'unir au sein d'une grande alliance. Anduin Lothar, lointain descendant des empereurs d'Arathor, prit la tête des armées coalisées. Nombre de survivants d'Azeroth se joignirent à son effort dans l'espoir de reprendre leur terre, sinon d'expier sa perte. Plus que quiconque, il rugissait de verser le sang de ses orques.
Gavinrad reçut même l'honneur d'être adoubé parmi les premiers paladins de la Main d'Argent. Un ordre qui, mêlant prouesse combattante et dévotion envers la Sainte Lumière, fit des ravages sur le champ de bataille. La guerre ravagea les terres du Nord. Nous avons eu moultes occasions d'en parler. Mais l'Alliance tint bon et finit par remporter la victoire. Les orques et leurs hordes furent anéantis au pied du mont Roche-Noire. Anduin Lothar, hélas, paya le prix de sa vie pour cette victoire tant espérée. Hurlevent reconquise, l'Alliance prit un soin tout particulier à reconstruire ce royaume dévasté. Le prince Varian Vryn monta sur le trône, encore traumatisé par ses souvenirs d'enfant. Toutefois, tous les enfants d'Azeroth ne choisirent pas le chemin du retour. Pendant les années de guerre, ils avaient reconstruit leur vie en Lordaeron. Ils avaient fondé leur foyer, une famille, et n'entendaient pas tout abandonner pour une vie incertaine dans les ruines d'un royaume dévasté. Malheureusement, quelques années plus tard, le sort ne manquerait pas de leur jouer une cruelle ironie. Reconstruire un royaume, ce n'était pas que rebâtir les édifices. Aussi, de nombreux habitants d'Azeroth avaient été abandonnés sur leurs terres, en proie aux maraudes sanglantes de l'occupant. Regroupés dans des grottes ou des clairières, ils avaient résisté autant qu'ils l'avaient pu. Un profond sentiment d'abandon et de désespoir avait, presque 5 ans durant, rongé leur cœur. Les deux populations devaient renouer les liens brisés par la guerre. L'ordre social ancien n'était plus. Les clercs de Comté du Nord, guides de lumière, auraient été fort utiles dans ces temps de troubles. Mais de chétives constitutions, fort peu avaient survécu aux assauts des guerriers orques. La noblesse avait été décapitée, et l'Alliance dut fournir à Hurlevent des contingents entiers de conseillers et de notables compétents. La cité renaissante connut toutefois des soubresauts lorsque la Horde, cette fois menée par Ner'zhul, s'infiltra pour s'emparer de précieux artefacts. Afin de couvrir les opérations, la petite troupe incendia des quartiers entiers, des feux que les habitants mirent des jours à terre. Mais il en fallait plus pour réduire à néant les 1000 efforts du royaume. Grâce à l'aide de généreux mécènes, dont les plus notables furent certainement le roi Térénas Ménéthil de Lordaeron et le grand archevêque de la lumière Alanzus Faol, quelques années suffirent à rendre sa prospérité au royaume. La guilde des maçons fut amplement mise à contribution tant les chantiers étaient nombreux. Et pourtant, ils relevèrent le défi avec brio. Mieux, en un rien de temps, la cathédrale de la lumière, joyau de la cité largement endommagée par la guerre, couronna de nouveau la silhouette de Hurlevent. D'ailleurs, le prince Arthas Ménéthil, héritier de la lointaine Lordaeron, fut sacré dans la nef de la cathédrale. Azeroth était déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé. Le jeune roi Varian Vryn s'assura de tisser des liens étroits avec les nations sœurs du Nord. Le roi donna naissance à un fils, symbole de chair et de sang du royaume renaissant. Le jeune Anduin Vryn fut baptisé en hommage au champion qui donna sa vie pour Azeroth. Varian lui promit une enfance plus clémente que celle que la destinée lui avait réservée. Hélas, la tragédie ne tarda pas à s'exprimer à nouveau. La noblesse de Hurlevent, encouragée par une certaine Katrana Prestor, estimait les coûts de la reconstruction trop élevés pour les modestes moyens du royaume, tout juste restauré. Pire, le royaume s'était largement endetté, et de récentes expéditions militaires au nord de Strangleronce avaient fini de vider les coffres. Ils refusèrent de verser la somme promise à la guilde des maçons qui avait tant œuvré pour rebâtir le royaume. Les tensions prirent en ampleur, au point que de violentes émeutes ébranlèrent la capitale. C'est lors de l'une de ces émeutes qu'un jet de pierre frappa mortellement la reine Tiphine Elérien. Rendu fou par la fureur, Varian déchaîna une répression implacable sur les mécontents. Les rebelles fuirent la capitale en nombre et se réfugièrent dans les forêts du royaume. D'autres contestataires se joignent à leur rang. Les anciens maçons reprirent la hiérarchie de la guilde pour constituer une féroce organisation rebelle. La fraternité défia. Les habitants du royaume, habitués à résister face aux gnolls, aux trolls et aux orques, retournèrent leurs armes contre l'autorité royale de Hurlevent. Les années passant, les horreurs de la guerre ne furent bientôt plus que de lointains souvenirs. Au nord, les cours se querellaient pour de bien futiles broutilles. Varian renouvela son soutien inconditionnel envers l'Alliance qui avait tant fait à son égard. Gilneas, Stromgarde et les elfes de Kel'Thalas pouvaient bien tourner le dos à Lordaeron. Hurlevent n'était pas de ce genre d'ingrats. Hélas, la chute de l'Alliance ne vint pas d'un ennemi comme la Horde. Une peste effroyable ravagea le royaume du Nord, décima sa population et en releva les cadavres sous l'aspect de légions de morts-vivants. Arthas, corrompu par la mort, pourfendit son propre père. Le temps que les nouvelles parviennent à l'autre bout du continent, il était déjà bien trop tard. Gilneas se referma sur elle-même, suivie bientôt par Kultiras. Stromgarde s'effondra, tout comme Alterac. Dalaran tomba à son tour sous les assauts funestes du prince déchu. En quelques années, Hurlevent était passé de ruines brûlées à ultime bastion de l'humanité au sein de l'Alliance.
La cité était de loin la plus peuplée, et son armée, formée dans la brutalité des champs de bataille contre les orques, était l'une des plus redoutables de ce monde. Hurlevent, tout juste reconstruite, brisait les ténèbres comme un phare éclatant de lumière. Pour les ennemis de l'humanité, le royaume méridional était la cible à détruire avant tout autre objectif. Tant que Varian demeurait sur le trône au lion, Azeroth pourrait bien trembler, oui, mais elle ne romprait pas. Par malheur, le roi fut la proie d'un funeste complot. Lors d'un voyage diplomatique vers la lointaine cité de Terramor, Varian tomba dans le piège des Défias. Capturé, il fut enfermé dans d'humides geôles au large des marécages d'Aprefange. Pendant ce temps, le royaume sans couronne s'endormit profondément. Le fils de Dame Mara Fordragon, un chevalier du nom de Bolvar, prit la régence aux côtés de Katrana Prestor. L'incompétence du premier, mêlée à la duplicité de la seconde, plongea Hurlevent dans la torpeur. Mais même la plus puissante des armées était inutile tant qu'elle laissait son peuple à l'abandon. La régence de Hurlevent ne prêtait aucune attention aux nouvelles inquiétantes qui parvenaient de tout le pays. La forêt était envahie de bandes en maraude. Bandits, rebelles, kobolds et gnolls infestaient les vallons fertiles. Les mines, une à une, cessèrent de fonctionner, tandis que les paysans et les bûcherons n'osaient plus s'écarter de l'abri des bourgs. Au sud, les forêts de clairbois avaient été frappées d'une effroyable malédiction. À la mort de Medivh, une brume maudite s'était abattue sur les provinces alentours. Une chape de ténèbres avait englouti les bois, et voici que les morts se relevaient de leurs tombes et marchaient contre les vivants. Bolvar, insidieusement manipulé par Katrana, ne fit rien pour les aider. Pris dans la tourmente, les comtés du royaume défièrent ouvertement cette capitale qui les abandonnait, une fois encore, à leur sort. Et les malheurs n'avaient pas fini de s'abattre sur le pays. Au sommet des confins glacés du nord, le prince déchu Arthas, désormais seigneur de la mort, ne s'était pas tout à fait endormi. Tant qu'il resterait des royaumes hors de la froide étreinte de la non-mort, sa croisade ne serait pas achevée. Son fidèle lieutenant, Kel'Thuzad, mobilisa les légions de morts-vivants de Lordaeron, et, par les airs, risqua un assaut en plein cœur de l'Alliance. L'ancien mage, héritier d'un temps où Hurlevent n'était plus que décombres fumantes, sous-estima la vigueur et la valeur de ses défenseurs, qui repoussèrent l'attaque et oxyrent le nécromancien. Si le commandement était divisé, les soldats, eux, étaient forts de décennies de combats et d'épreuves. Rien ne pouvait les ébranler. À peine Hurlevent s'était-elle remise des assauts de la mort qu'une vieille menace reparut du fond des frontières orientales. La porte des ténèbres, longtemps condamnée, tourbillonna à nouveau, vomissant des légions de démons sur ces mêmes chemins qu'avaient un quart de siècle plus tôt emprunté les orques. Dirigés par le haut seigneur Krul, ils s'abattirent sur les remparts de la cité. Une fois encore, les défenseurs tinrent bon. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, Varian Vryn était la proie d'obscures machinations. Le dragon noir Onyxia s'était emparé du souverain. Par quelques maléfices, elle divisa son âme et sa chair en deux êtres. L'un, frivole et inconséquent, serait la parfaite marionnette entre ses doigts avisés. L'autre, ardent et brutal, devait être à jamais écarté. Le premier fit son retour à Hurlevent, acclamé par les foules qui espéraient sans doute assister au réveil d'un royaume trop longtemps endormi. Ils furent promptement déçus. Ce variant était plus hâtif de dilapider le contenu des coffres durement remplis que de rendre son éclat à Azeroth. En Kalimdor, les sous-fifres d'Onyxia échouèrent à retenir la part vigoureuse et téméraire du roi divisé. Il s'échappa et parvint à se frayer un chemin jusqu'au rivage du continent. Ce ne fut, hélas, que pour tomber sous la coupe d'un autre geôlier. Affaibli par sa traversée, il fut capturé par un orc et livré comme gladiateur aux arènes de Kalimdor. Sa force et sa détermination implacable lui ouvrirent le chemin de la gloire, mais aussi celui de la liberté. Accompagné de ses camarades de combat, il rentra à Hurlevent. Les gardes, sous les ordres de Marcus Jonathan, fidèles à la régence, tentèrent de l'arrêter. Toutefois, le glorieux maréchal Reginald Windsor perça à jour les manipulations de Dame Katrana et rallia la garde à sa cause. Le roi légitime se fraya un chemin jusqu'au palais et défia ouvertement la dame qui n'était autre que la dragonne Onyxia. Sa mascarade touchait à son terme. Elle révéla sa véritable nature tandis qu'une poignée de soldats se changeait à leur tour en hideuses créatures draconiques. Encerclé, Onyxia s'échappa, non sans emporter un précieux otage. Le prince Anduin Vryn. Si l'un des deux variants fut prompt à pleurer sa perte, l'autre, le gladiateur, n'entendait pas les choses ainsi. Il prit la tête d'une expédition jusqu'à l'antre du dragon. Là, accompagné de ses meilleurs combattants, dans la droite lignée de Baratheon et de Lane, il mena la charge contre la Dame Noire. Les deux versions du même roi luttèrent côte à côte pour le salut de leur fils. Tandis que le combat faisait rage, la dragonne laissa échapper le sortilège qui réunit les deux rois.
Varian, désormais seul et unique, occite Onyxia et libéra le prince captif. La tête du dragon demeurerait pendue à l'entrée de la cité, en avertissement à tous ceux qui voulaient la voir chuter. Cela était toutefois loin de se laisser dissuader de la sorte. Loin, en Orphandre, le roi de la mort avait patiemment rassemblé ses armées. La défaite de son lieutenant n'avait point amoindri sa volonté. Le moment était venu de parachever l'avènement de la non-mort. Plutôt qu'une attaque frontale, condamnée à l'échec, Arthas infiltra du grain contaminé par la peste dans les greniers des royaumes mortels. Rapidement, la maladie se propagea et emporta dans la tombe d'innombrables innocents. Mais bien sûr, le trépas ne signifiait pas la fin de leur tourment. Comme cela avait été le cas en Lordaeron, les tombés reprirent vie sous l'aspect de créatures abjectes. Cette fois, cependant, les mortels étaient riches des enseignements de la Troisième Guerre. Les paladins de la Main d'Argent se rassemblèrent et contrecarrèrent les odieuses machinations du Seigneur de la Mort. Et cette fois, hors de question de laisser ces crimes impunis. L'Alliance et la Horde mirent leurs différends de côté pour prendre en étau les armées du roi Lich. Depuis le port de Hurlevent, Varian dépêcha une puissante expédition menée par le seigneur Bolvar Fordragon. Norfandre était une terre remplie de dangers. Là-bas, la coalition dut faire face aux cohortes de la mort, aux redoutables dragons bleus et aux serviteurs déchus des titans. Une fois encore, les enfants d'Azeroth livrèrent un lourd tribut. Pire, aux portes du trône de glace, alors même qu'Arthas allait subir son juste châtiment, l'expédition subit son revers le plus sanglant. Alors que l'Alliance et la Horde étaient réunies pour un ultime combat, les réprouvés, pourtant sujets de la Horde, déversèrent la peste sur la coalition. Bolvar succomba aux côtés de centaines de ses soldats. Furieux, Varian Vryn exerça son vindicte sur les traîtres. Épaulé par ses plus vaillants compagnons, il pénétra l'ancienne cité de Lordaeron, désormais foyer des réprouvés. Seule l'intervention de Dame Jaina Port-Vaillant, souveraine de Terramort et membre de l'Alliance, retint son bras et empêcha la réouverture du conflit entre les deux factions. Nulle perfidie ne pouvait justifier un tel cadeau pour le roi Lich. Cependant, si elle parvint effectivement à empêcher les combats, nul ne pouvait plus éteindre la haine ardente qui consumait le souverain de Hurlevent. Les armées de la Horde et de l'Alliance triomphèrent du Seigneur des Morts, mais leur collaboration devait s'arrêter ici. Pendant que tous les efforts de Hurlevent s'étaient concentrés en Orphandre, le royaume, lui, était en proie à la division. Les malheurs qui pesaient sur le pays ne s'étaient pas estompés comme par miracle au retour de Varian Vryn sur le trône. Et pendant que le bras armé de l'Alliance livrait bataille loin, par-delà la mer, le pays était offert aux brigands et aux vermines de toutes sortes. La guerre contre le roi Lich avait coûté une fortune. De lourds impôts plongeaient les provinces dans la misère. Le mécontentement ne faisait que s'amplifier. Le règne du dragon noir Onyxia avait également laissé ses traces. Au service des dieux des ténèbres, comme tous les membres de sa race, elle avait instillé le doute envers la lumière. Des partisans de l'ombre profitèrent du désarroi de la population et de l'absence des armées pour étendre leur emprise. Les sujets du royaume étaient des proies faciles. Les sentiments d'abandon et de désespoir les éloignaient du trône et de la sainte lumière. Les défenseurs d'Azeroth décimés par la guerre, les populations divisées par la misère, le souverain des dragons noirs estima le moment parfait. Neltarion, plus connu sous le nom que les mortels lui accordent, Aile de mort, ébranla les fondations du monde. Il répandit la peur et sema le désespoir partout sur son passage. Il déchaîna son souffle ardent sur Hurlevent. Les habitants de la ville étouffèrent les flammes comme ils l'avaient fait jadis, mais trop tard pour sauver de larges portions. Dans cette ambiance d'apocalypse, les fidèles des ténèbres surgirent des ombres pour appeler à la fin du monde. L'archevêque Benedictus était de cela. Il complota en vue d'assassiner le roi, et il n'échoua que de peu. Varian parut devant un peuple apeuré, couvert de son sang, chancelant mais encore vivant. Il était à l'image de sa cité. Pourtant, il fit montre de sa plus grande détermination à repousser l'ennemi et triompher une fois encore des ténèbres. Son discours galvanisa le peuple d'Azeroth qui ne céda pas à l'obscurité. Les plans de Neltarion se heurtèrent à la volonté d'un peuple 100 fois meurtri, mais qui toujours trouva la force de se relever. Il restait à se battre. Alors que le feu ravageait la capitale, la Horde Noire se faufila à travers la montagne et prit d'assaut les frontières du royaume. En Kalimdor, le belliqueux Garrosh sur l'enfer prit les rênes de la Grande Horde. C'en était fini du règne pacifique de Thrall. Les tensions, déjà palpables depuis la trahison des réprouvés, s'embrasèrent pour de bon. L'Alliance et la Horde tirèrent les armes, prêtes à en découdre.
Les champs de bataille se multipliaient partout dans le monde. Depuis les marais des chagrins, les orques menaçaient à nouveau les flancs de Hurlevent. Varian déploya ses armées dans ces provinces infectes, où il ordonna la construction d'un port fortifié du nom de Guet de l'Estran, revendiquant ainsi ses régions orientales. La guerre ne se limitait pas aux frontières de Hurlevent. Au nord du continent, le royaume enclavé de Gilnéas fut pris d'assaut par les légions des réprouvés. Débordé sous le nombre de ses cadavres animés, inondé de peste, le roi Gène Gristed fut contraint à l'exil. Réfugié à Darnassus, havre des elfes de la nuit, nouveaux alliés de Hurlevent, il implora l'aide d'Azeroth. Mais Varian se souvenait fort bien de la façon dont Gilnéas avait claqué la porte de la première alliance pour ne pas avoir à soutenir les réparations de Hurlevent. Malfurion et Tyrande intercédèrent si bien en la faveur de Gilnéas que Varian daigna rencontrer son homologue. Les deux rois échangèrent et se trouvèrent bien des points communs. En outre, les guerriers de Gilnéas, dont beaucoup étaient affectés par la malédiction Worgen, qui leur donnait une force sans pareille, furent des alliés décisifs contre les orques dans les forêts d'Orneval. L'époque ne permettait pas de se dispenser d'alliés pareils. Varian révisa sa position et intégra les réfugiés de Gilnéas dans son alliance. Certains vinrent d'ailleurs s'installer à la colline aux corbeaux, un bourg fantôme des sinistres forêts au sud du royaume. L'armée du royaume était sollicitée de toutes parts. À l'ouest, Garrosh-sur-l'Enfer avait identifié quelques îles récemment surgies de la mer, idéalement situées pour installer une tête de pont en face de la cité de Hurlevent. Il pourrait ainsi déployer un blocus contre la ville et en étouffer le royaume. La flotte humaine se précipita dans la brèche. Alors que l'on chargeait les canons, de monstrueuses créatures marines surgirent des flots d'écume et emportèrent une grande partie de la flotte vers les profondeurs. Pendant que la Horde et l'Alliance livraient bataille, une poignée d'idéalistes mirent leurs différends de côté pour détruire le Dragon Noir. Ils y parvinrent, mais Eldemort avait touché son but. En soufflant sur les braises de la guerre, il avait déchiré la nation mortelle, et rien ne semblait plus pouvoir arrêter le conflit. La guerre toucha son paroxysme lors du siège de Terramort. Désireux d'anéantir pour de bon toute présence humaine en Kalimdor, Garrosh déchaîna ses armées sur la petite cité de Jaina. L'Alliance envoya des renforts à temps pour arrêter l'offensive, sans savoir que c'était exactement le plan du chef de guerre. Tandis que l'essentiel des armées alliées tenait les fortifications de la citadelle, la Horde lança une bombe de mana en son cœur. L'artefact, saturé d'énergie bouillonnante, explosa en une effroyable déflagration. Le temps d'un instant, la cité disparut, ses habitants et ses défenseurs réduits en poussière. Le choc fut immense. Hurlevent se couvrit de drapeaux noirs en l'honneur des innombrables braves anéantis lors de l'attaque. Mais le temps n'était pas encore au chagrin. La Horde devait payer pour cette infamie. La guerre se poursuivait sur les mers. La flotte conjointe d'Azeroth et de Terramort faisait voile vers l'est, conduisant des milliers de rescapés vers Hurlevent. À son bord, le prince Anduin, désormais prêtre au service de la lumière, apportait un grand réconfort à ces gens qui avaient tout perdu. Garrosh, dans toute sa bassesse, ordonna à sa flotte de poursuivre les réfugiés pour qu'aucun ne vienne renforcer l'ennemi, fût-ce d'innocents civils. Prises dans la tempête, les deux armadas se rencontrèrent au large de terres inconnues, entourées de brume. Le tonnerre des canons résonna dans le brouillard, tandis que l'Alliance et la Horde se livraient un combat sans merci. Les navires, transpercés par les boulets, calcinés ou brisés sur les récifs, s'échouèrent par dizaines. Loin de leur foyer, les soldats comme les exilés se réfugièrent sur la côte de cette terre perdue. En attente de secours, une petite expédition entreprit de percer les mystères de cette terra incognita. Ce n'était pas une poignée d'îles des mers du Sud, comme il l'avait supposé au départ, mais tout un continent qui, 10 000 ans durant, avait échappé à l'histoire. Cette Pandarie était habitée de peuples paisibles. Les Pandaren, race dominante sur le continent, accueillirent chaleureusement les rescapés. Ils racontèrent leurs récits, qui parlaient d'une vallée perdue, inondée d'une magie lumineuse, le Val de l'éternel printemps. Anduin, subjugué par ces récits, se mit en quête de cette terre consacrée. Au plus grand désarroi des populations indigènes, la Horde comme l'Alliance débarquèrent en nombre et étendirent leurs conflits sanglants sur les rives autrefois paisibles de Pandarie. Ils apprirent sans tarder la raison profonde de la philosophie placide des autochtones. La terre de ce continent était imbibée d'une force maléfique qui prenait corps dans les émotions négatives des mortels. Apportant haine et colère, Horde et Alliance nourrirent des entités maudites, les chats. Si les deux factions hostiles apportèrent bel et bien leur guerre sur ce continent, au point d'embrigader les races locales parmi leurs rangs, l'esprit pacifique de la Pandarie vint à déteindre sur certains d'entre eux.
Comprenant que la rage ne menait qu'à plus de destruction et de sang versé, Varian Vryn canalisa sa haine et choisit le chemin de l'apaisement. Il tendit la main vers les rebelles de la Horde, menés par le troll Vol'jin, et soutint leur soulèvement contre le chef de guerre Garrosh. C'est ainsi que le roi de Hurlevent, celui-là même qui avait vu son père assassiné, sa cité brûlée, et tant d'innocents périr par la faute de la Horde, celui-là même qui avait été contraint de se battre dans les arènes pour le seul plaisir de la Horde, accepta de livrer bataille aux côtés des trolls, d'orques, de réprouvés ou de taurennes. Le chef de guerre tomba sous les coups de la coalition. Varian tempéra même les désirs vengeurs de Dame Jaina et renonça à dissoudre la Horde. Mais à peine une Horde était vaincue qu'une autre fourbissait ses armes. Garrosh, retenu prisonnier en Pandarie, parvint à s'échapper. Il trouva refuge en un endroit où nul ne pourrait le pourchasser. Il brisa la barrière entre les mondes et les temps, et se glissa en une Draenor encore épargnée par la corruption démoniaque. De là, il rassembla les clans orques primitifs. Il leur enseigna les stratégies et les techniques du monde d'Azeroth, et les mena à la conquête du monde qui lui avait échappé. Depuis la porte des ténèbres, des flots d'orques déferlaient à nouveau. Cette horde de fer prit de surprise la forteresse de rempart du néant et traça un chemin de sang jusqu'au mont Roche Noire. C'était toutefois une stratégie discutable. L'avancée, trop hâtive, négligea ses arrières. L'Alliance et la nouvelle horde de Vol'jin contournèrent la horde de fer et prirent ses arrières au dépourvu. Privée de ses ravitaillements, la horde de fer se barricada dans le pic Roche Noire en l'attente de renforts qui ne viendraient jamais. Pendant ce temps, les deux factions coalisées prirent d'assaut la porte des ténèbres et coupèrent tout accès depuis le Draenor. L'invasion fut un échec total. Garrosh, convaincu de la supériorité des orques, pensait qu'avec un peu de technologie, Azeroth n'aurait aucune chance. Mais voilà, Hurlevent et ses alliés avaient affronté tant de menaces qu'aucune ne pouvait plus les faire trembler. Le temps n'était plus à la défense mais à l'attaque. Les coalisés pourchassèrent Garrosh jusqu'au tréfonds de cette Draenor, et l'orque périt sans gloire et sans triomphe. Hélas, une fois encore, les conséquences de ces actions ouvrirent la porte à de nouveaux dangers. La faille ouverte entre les deux dimensions permit à la Légion Ardente d'enfin se frayer ce chemin tant convoité vers Azeroth. Un orage de feu gangrené s'abattit sur ce monde déjà bien trop meurtri. Vous le savez désormais, en bon roi de Hurlevent, Varian n'était pas du genre à commander ses armées depuis le confort de sa capitale. Il embarqua à bord de la flotte chargée de contenir l'invasion de la Légion démoniaque. C'était une opération sans retour, une poignée de héros qui devraient faire face à tout ce que le cosmos pouvait vomir de créatures maléfiques. Il ne revint pas. Face au sorcier Gul'dan, il succomba en héros. Son fils, le jeune Anduin, avait désormais pour rôle de reprendre le flambeau et mener à Azeroth, le royaume comme le monde, à la victoire. Anduin était bien différent de son père. Le premier était un adepte de la lumière, quand le second ne répondait qu'au fracas des épées. Le premier convoitait la paix, lorsque le second n'avait jamais hésité à tirer les armes. Mais face aux démons, nulle entente n'était possible. Inexpérimenté, le jeune roi laissa ses confrères de l'Alliance mener les opérations militaires. C'était probablement la meilleure décision, mais elle alluma la brèche d'un incendie dévastateur. Alors même que les combats faisaient rage dans le ciel des îles brisées, le roi de Gilneas, Jain Gristet, ne put résister à une occasion de venger la perte de son royaume et la mort de son fils. La reine Banshee Sylvanas, maîtresse des réprouvés et désormais chef de guerre de la Horde, était à sa merci. Jain détourna les forces de l'Alliance et assaillit la flotte des réprouvés. Sylvanas s'échappa, et la collaboration tint bon tant que la Légion n'était pas écartée. Mais à peine le dernier des démons eut été repoussé, la Horde vint quérir vengeance. Une fois encore, la guerre embrassa Azeroth. Sylvanas n'avait aucune limite dans son désir d'écraser l'Alliance. Elle assaillit les forêts des elfes de la nuit et incendia leurs grands arbres. En réponse, Anduin rassembla une flotte et monta à l'assaut de Lordaeron elle-même. Les défenses de la ville cédèrent face à la détermination du jeune lion. Puisque la ville était perdue, la reine Banshee usa de l'éternelle perfidie des morts-vivants et déversa une fois encore la peste la plus mortelle sur la cité, ses conquérants et les quelques défenseurs qui résistaient dans ses rues. Cette fois, Anduin ne pouvait plus échapper à sa destinée. Il mena lui-même les troupes au combat, à sa façon. Sa lumière fut d'un profond réconfort alors que son peuple devait faire face à un énième adversaire. On ne mène pas ce genre de guerre sans navire. Hurlevent et ses alliés en manquaient cruellement. Entre les vaisseaux emportés par les monstres marins aux portes de Hurlevent et ceux gisant encore sur les rives de Pandarie, il n'en restait plus beaucoup en état de flotter. Alors que la Horde se rapprochait dangereusement de l'Empire Zandalari, détenteur d'une flotte notable,
Anduin se résolut à faire appel à la prestigieuse thalassocratie de Kultiras. Il fallut bien des efforts pour ramener la nation maritime dans le giron de l'Alliance, mais il y parvint. Appuyé par l'armada kultirassienne, épaulé par ses nombreux alliés, le royaume d'Azeroth repoussa les armées de la Horde et, une fois encore, avec le soutien de rebelles, mit un terme au règne de la reine Banshee. En 30 ans, le royaume avait connu l'invasion des orques et avait succombé dans les flammes. Il avait été fracturé par les manigances d'Onyxia, puis frappé tour à tour par les démons, les morts-vivants et le cataclysme d'Eldemort. Il avait fait face à la Horde à maintes reprises. Pour la première fois, le pays entrevoyait le début d'une ère de paix. Cet âge de renaissance fut toutefois entaché par la capture du roi Anduin Wrynn, emporté vers la dimension de la mort, aux prises avec d'obscures machinations. S'il parvint à s'en extraire, ce fut au prix d'un profond traumatisme. Il refusa de regagner son trône et partit en exil chercher une rédemption pour les crimes qu'il avait commis dans les brumes de la mort. Puisque le trône ne pouvait demeurer vacant le temps de son absence, un étranger prit la tête du royaume. Le glorieux paladin Turalion était un champion des guerres passées. Bien que né loin des frontières d'Azeroth, en Lord Aeron, il jouissait d'une grande notoriété au sein de la Maison des Nobles et faisait l'unanimité, hors des querelles dynastiques. Sa poigne d'acier et sa piété sans faille aidèrent à redresser le royaume en ces temps troublés. Tous le savent, si l'aube s'est levée, le crépuscule revient toujours. Hurlevent et l'Alliance ne se contentent plus de défendre, ils attaquent. Quelle que soit l'ampleur de la menace, Azeroth et ses fiers guerriers se tiendront debout face à l'ennemi. Le royaume d'Azeroth est une vaste nation humaine au sud du continent des royaumes de l'Est. Isolé de ses nations sœurs, il apprit à résister seul aux nombreux dangers de la région. Le royaume est encerclé de monts escarpés qui font office de murailles inébranlables. Les peuples voisins n'ont en effet pas toujours été tendres avec Azeroth. Au sud, les trolls Gurubashi entretiennent le désir millénaire de venger la perte d'une si grande part de leur terre. À l'est, les orques ont écrasé les poches de trolls et plus d'une fois déferlé dans les vallées orientales du royaume. Au nord, enfin, les nains de Khazmodan furent longtemps de fidèles amis d'Hurlevent. Il y a 2 siècles et demi de cela, les clans nains s'affrontèrent dans une sanglante guerre civile qui fractura leur race en 3 peuples. Les montagnes des Carmines, frontalières du royaume d'Azeroth, devinrent le foyer calciné des nains sombrefer, de sinistres sorciers avides et esclavagistes. Les portes de Khazmodan se refermèrent pour longtemps et ne rouvrirent que récemment, lorsque Moira Torissen revendiqua ses droits sur le trône de Forgefer. La cité de Hurlevent domine le pays, si bien qu'on la confond de plus en plus avec son royaume. C'est une cité animée, un centre prospère de commerce au cœur de l'Alliance. Humains des 7 royaumes, nains, gnomes et elfes se croisent dans les ruelles étroites de la ville. Les flèches étincelantes de la cathédrale de la lumière percent la voûte d'azur, tandis que les hautes tours du donjon projettent une ombre rassurante sur une ville tant de fois ravagée. Le port voit défiler des cortèges de navires en partance et en provenance des 4 coins d'Azeroth. Seul Boralus outrepasse l'influence mondiale du port de Hurlevent. La cité, bruissante de vie, animée de l'aube au crépuscule, n'a pas effacé son triste passé. Elle est constellée de monuments dédiés au sacrifice de ses héros. La vallée des héros, justement, accueille le voyageur par les statues des fils de Lothar. En surplomb de l'océan, un parc commémoratif rappelle à tous les noms de ceux qui donnèrent leur vie pour le salut de l'humanité. Hurlevent règne sur un pays rural, séparé en provinces et en comtés. Azeroth est une terre d'abondance. Sa terre fertile suffit à nourrir une population nombreuse qui ne cessa jamais de croître, sauf, bien sûr, lorsque des hordes démoniaques déferlèrent sur ces domaines. Les régions agricoles les plus importantes drapent les plaines et les vallons occidentaux, puis se dispersent parmi les bois. De nombreuses mines émaillent ces mêmes régions, renforçant la prospérité des provinces occidentales. L'Est, lui, moins pourvu et plus hostile, se retrancha sur l'exploitation du bois, moins lucrative. Toutefois, si la richesse fut effectivement longtemps concentrée au couchant du royaume, nous verrons que la situation présente est nettement plus nuancée. En son cœur, le pays accueille une vaste forêt clairsemée, la forêt d'Elwyn. Comté de l'Or, au croisement des routes, est un bourg opulent et prospère. Comté du Nord, un peu plus isolé, abrite une célèbre abbaye où les habitants du royaume aiment à trouver réconfort et conseils avisés. Ces cépages, cultivés avec soin par les moines, fournissent un vin d'excellente réputation. Le Val d'Est, lui, est un plus petit bourg de bûcherons qui ouvre sur les montagnes des Carmines.
C'est aussi à cet endroit que sont élevés les meilleurs chevaux du royaume, et que viennent s'entraîner les redoutables chevaliers d'Azeroth. Tout près de là, un vieux cairn émerge encore de la forêt. Depuis reconverti en mémorial pour toutes les victimes de la Deuxième Guerre, les traits émoussés des sculptures d'antan trahissent les antiques origines d'un monument, sans doute symbole de culture chamanique antérieures au dogme de la Sainte Lumière. Les Carmines, à l'orient du royaume, sculptent une terre plus rude et sauvage. La bourgade de Comté du Lac est levée au bord des eaux claires du lac Placide, lui-même surplombé par le fort de Guet-de-Pierre, longtemps tenu par les orques de la Horde Noire. La région, enclavée et loin de la capitale, subit encore les conséquences de la guerre. Difficile d'ignorer les ravages de la Horde, tant ils marquent le paysage. La terre, plus rude, est difficilement cultivable, tandis que des créatures hostiles rôdent à l'écart des villes, dissuadant toute installation civile. Germioloti, la province maudite du bois de la pénombre, jadis connue sous le nom de Clairbois, est engloutie par un crépuscule sans fin. Le bourg de Sombre Comté, autrefois florissant, fut en grande partie abandonné par sa population. Et ceux qui y demeurent doivent lutter contre les sinistres créatures de la nuit qui rôdent sous le couvert des bois. À l'ouest, la colline aux corbeaux fut dévastée par les orques au point que son cimetière était bientôt plus étendu que la cité. Lorsque frappa la malédiction, ce qui restait du bourg fut entièrement abandonné. Il faudrait attendre plusieurs années pour que quelques poignées de réfugiés gilnéens choisissent d'y reconstruire leur foyer. Les quelques fermes au sud de la région, profitant des fertiles alluvions déversées des montagnes, ont été elles aussi délaissées, envahies par les monstruosités qui rôdent dans la forêt. La province occidentale des Marches de l'Ouest était jadis le grenier à grains du royaume, une région riche par la générosité de sa terre, tapissée de champs et de vergers. Ses mines étaient réputées pour leur prodigalité. Cuivre, étain, fer, pierre de taille et même or abondant dans le ventre de la terre. Hélas, les pillages répétés des gnolls, des trolls et de la Horde finirent de ravager la province, si bien que la plupart des fermes y furent laissées à l'abandon. Lorsque le royaume renaquit de ses cendres, au terme de la Deuxième Guerre, la noblesse de Hurlevent n'eut aucun égard pour cette région dévastée. Ils n'avaient Dieu que pour la splendeur de la capitale. Les marches furent envahies par des brigands et des rebelles qui n'eurent aucun mal à séduire la population, las de l'inaction de la couronne. La ville de Ruisselune fut, jusque récemment, le fief des rebelles d'Efia, et échappait entièrement à la domination de Hurlevent. La colline des Sentinelles, petite fortification en surplomb des prés, était alors le dernier rempart du royaume face à ses innombrables adversaires. Azeroth, dans sa structure, ressemble à s'y méprendre au royaume de Lordaeron, une cité-cœur qui abrite les instances politiques et religieuses, dominant un vaste domaine rural aux abondantes ressources. Une différence, point de Stratholme pour Azeroth. Aucune autre ville d'ampleur ne saurait concurrencer la puissante cité de Hurlevent. Cette centralisation est toutefois la source de bien des périls. Plus on s'éloigne du trône au lion, et plus les provinces sombrent dans la misère et l'indifférence. Les bourgs éloignés jouissent d'une grande autonomie, certes, mais en échange, ils doivent affronter seuls les nombreuses menaces qui guettent aux frontières. Et elles sont nombreuses. Les murlocs infestent les rivages. Les gnolls, dispersés après la défaite de Garfang, s'éparpillent parmi les bois. Les mines et les cavernes furent envahies de kobolds et d'autres vermines. Et il faut encore ajouter les morts-vivants et les spectres du bois de la pénombre, les ogres et les orques qui, depuis la Première Guerre, n'eurent de cesse de tourmenter le royaume humain. Afin d'assurer un semblant de paix dans le pays, une poignée de forts et de garnisons veille sur le réseau routier. À l'image de ce royaume éparpillé sur de vastes contrées, le réseau n'est pas unifié autour d'une voie principale, mais dessert entre elles les principales bourgades du pays. À la différence de Lordaeron, la cité de Hurlevent apparaît à l'écart des routes majeures. D'ailleurs, un autre point commun avec le royaume septentrional, Azeroth dédaigne presque entièrement son rivage. Ce n'est pourtant pas faute d'une façade maritime, certes fort peu favorable, baignée de récifs et de hauts fonds, simplement le royaume concentra son expansion sur les terres, trop riches pour être ignorées, n'accordant aux océans que le puissant port de Hurlevent. Azeroth, à l'occasion de ses nombreuses expéditions, s'étendit bien au-delà de ses frontières. À l'est des défilés de Deuil-Vent, dans les putrides marécages orientaux, le royaume établit un port fortifié, le Guet de l'Estran, afin de revendiquer ces terres hostiles qui furent à plusieurs reprises le foyer de menaces mortelles. Au nord, le port de Haute-Rive assure le contrôle de l'Alliance sur cette partie de Khazmodan, alors disputée entre les nains et les orques. Plus loin encore, sur les rives glacées du Norfandre, le royaume prit possession de Valgard, accostage jadis fondé par le prince Arthas lors de sa croisade contre la mort.
À l'ouest du continent, Hurlevent édifia le donjon de la bravoure, tête de pont pour la guerre contre le roi Lich. À l'opposé, enfin, baignant les mers les plus australes du monde connu, le territoire du Lion assure une position fortifiée sur le continent de Pandarie et a un port stratégique sur le vaste océan. Hurlevent ne s'est pas simplement reconstruite. Nous avons dressé le portrait de Stromgarde qui pourrait être décrit ainsi. De ses flammes, Azeroth s'est relevé en tant que champion de l'humanité. Oh, il n'en avait guère le choix, mais la nécessité faisant foi, le royaume affronta 1000 périls, sans jamais cesser d'espérer. Ils édifièrent plus qu'un royaume, un avenir, une puissance à même de triompher de tous les dangers, même venus d'au-delà des étoiles. Hurlevent a repris le flambeau de Lord Aeron en tant que guide de l'humanité et de l'Alliance. Peut-être était-ce la vision qui mena Faldi rester fidèle si loin de son royaume. D'autres rumeurs prétendent toutefois que son voyage se poursuivit bien au-delà de nos cartes. Mais, comme dirait un confrère, c'est une autre histoire. Voici que se termine notre exploration du royaume d'Azeroth. J'espère que vous avez apprécié cette visite à mes côtés. Si tel est le cas, je vous invite à aimer, commenter et partager pour que d'autres puissent découvrir cette nation fondatrice de cet univers. On se retrouve très bientôt pour la suite et la conclusion de cette série sur les royaumes humains.